Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où l'on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Jaubert, la fondatrice et patronne de Urban Wakepark Le Pontet. Salut Laura. Bonjour Xavier. Merci beaucoup de nous accueillir, non pas chez toi, mais chez ton petit frère. Chez mon petit frère à Paris, exactement. Ouais, t'es de passage à Paris et on s'est dit qu'on allait enregistrer le podcast. Ouais. Trop cool. Merci beaucoup pour l'accueil et merci beaucoup à Romain. Merci surtout à toi de faire tout ça, tout ce travail, de prendre le temps, de te lever tôt pour venir ici, oui, avant les réunions. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Alors, par quoi on peut commencer ? Peut-être nous dire, normalement, ce qu'on aurait pu faire, c'est se rencontrer au bord de l'eau. Plutôt à Urban, après une petite session, et on aurait fait le podcast tranquillou. Donc, il faut imaginer qu'on est là au bord de l'eau, à Urban, et la question que je pose en général, c'est où est-ce qu'on est, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Donc, on est à l'Urban Wakepark, du côté d'Avignon. On est à 5 minutes des remparts d'Avignon. Ouais. Et donc, c'est un téléski avec 2 lignes de bipoulis et quand même pas mal de modules. Donc, on a 9 modules unit. Et donc, une zone restauration, une petite zone d'échauffement, trempeau, petit exercice et tout ça. Et voilà, le parc est plutôt petit, donc ça fait un parc assez convivial finalement parce qu'on croise tout le monde. Mais bien localisé, puisqu'on est vraiment à côté d'Avignon et c'est l'un des rares parcs quand même à être vraiment en zone urbaine, d'où son nom. Voilà. Tout à fait. Merci. Effectivement, tu as fait le lieu, on en reparlera un peu pendant le podcast, mais c'est super mignon, quoi. C'est même tout arrangé, tout mignon et tout. Il y a eu un gros boulot. Donc, ce qu'on peut commencer à faire, c'est peut-être te laisser te présenter. Qui es-tu, d'où viens-tu, comment as-tu découvert le wakeboard, comment tout a commencé ? Donc, je m'appelle Laura Jaubert, j'ai 36 ans. Je viens du sud de la France et j'ai toujours été passionnée par les sports outdoor. Je sais pas, moi, c'est pas une histoire d'amour que wake, c'est les sports outdoor. Beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo, beaucoup de ski. Et donc, je suis en école d'ingénieur à Grenoble dans les années 2008-2011. Et j'ai toujours été passionnée d'Australie. J'ai toujours rêvé d'aller en Australie. Et donc, je fais une année de césure entre ma 2e et ma 3e année pour aller en Australie. Et au moment où je pars, en fait, j'avais aussi pour idée d'apprendre le kitesurf. J'avais un ami qui pratiquait et donc j'achète du matos avant et je pars en Australie avec mon petit matos. Et donc là-bas, je faisais un boulot de fille au père et j'apprenais l'anglais parce que j'étais vraiment une bille en anglais. Et donc je commence à apprendre le kite, je m'entoure de gens qui pratiquent des sports de glisse et en fait un jour les gens m'amènent sur un wakepark donc j'avais jamais vu. Donc je crois que c'est le Blibli Wakepark, c'est celui qui est au nord de Brisbane. Et en fait gros coup de foudre, on arrive en fin de journée. Donc ils me font rider et j'arrive à partir direct parce que je commençais déjà à pratiquer un peu le kite. Et en fait j'ai adoré l'ambiance. Enfin, il y avait une restauration avec une grande terrasse qui donnait sur le téléski. On traînait le soir, il y avait de la musique, on a ridé de nuit, il y avait tous les spots autour et enfin, j'ai trouvé ça incroyable comme lieu de vie. Enfin, voilà. Il y avait des familles, des sportifs, tout ce que j'aime, on était dehors, on faisait du sport, c'était incroyable. Et donc je fais mon année en Australie et j'ai pas beaucoup fait de wake, j'ai surtout fait du kite. Et je rentre en fait donc faire ma dernière année d'école d'ingé à Grenoble et il fallait faire un projet de fin d'études de création d'entreprise parce que c'était mon option. Et du coup, je me dis, je veux faire ça. Et donc, je montais le business plan. Enfin, j'ai écrit le business plan avec une amie qui maintenant bosse dans une grosse boîte en Suisse. Et on se base sur le téléski de Tansin qui venait juste d'ouvrir. Vraiment juste. Je crois que ça faisait même pas un an qu'il était ouvert. Donc, on s'appuie sur des questionnaires, on monte tout projet. On est d'ailleurs majeur de la promo sur le projet de création d'entreprise grâce à ce projet-là. Super. Et en fait, à l'époque, il y avait, je crois, 10 ou peut-être 14 téléskis nautiques. Donc, c'était vraiment le tout début. Donc, j'ai écrit le business plan en 2010 ou 2011, je ne sais plus.
Et après, je sors de mon école, je trouve des boulots. Alors moi, j'ai toujours été privilégier la qualité de vie et mon environnement on va dire, la carrière, comme beaucoup de mes collègues. Donc au lieu de partir à Paris ou à Genève ou je ne sais où, je me suis toujours trouvé des boulots dans le sport. Donc je pars dans le nord de la France bosser dans une entreprise qui développe du matos de kitesurf et de planche à voile. C'était génial. Je fais beaucoup de kite à l'époque et après je redescends dans le sud. Bon, j'ai eu des petits soucis. En gros, on m'a opéré des croisés, j'ai dû aller me faire opérer. Bref, un peu rapidement. Et donc je me retrouve dans le sud et à bosser dans une boîte quand même en tant qu'ingé, chef de projet, avec des projets quand même très sérieux. Hein. Pour le coup, je bossais pour le compte du ministère de la Défense et tout ça, donc c'était quand même très sérieux. Et puis le kite prend de plus en plus de place dans ma vie et au final, je me retrouve à faire un peu des compétitions et à avoir l'opportunité de rentrer en équipe de France de kitesurf. Et là, en fait, quand j'ai commencé à faire les étapes des championnats du monde, en fait, ça commence à bloquer avec ma boîte dans laquelle je bosse, dans laquelle j'étais quand même très bien, et qui veut pas, en gros, m'accorder les congés pour partir faire les compètes. Donc, du coup, je me dis, c'est pas grave, on arrête le boulot. J'aurai qu'une fois l'opportunité, je vais avoir 27 ans, je crois, de faire du haut niveau. Je saisis cette chance et donc je plante mon boulot. Et bien sûr, en parallèle, je me suis pas dit, tiens, je vais vivre du kitesurf. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire après ? Ça sera dur de repartir dans un bureau. Et donc, du coup, je sors le business plan du wake park et je me dis, je vais bosser en parallèle pour faire le wake park. Donc, en fait, dans l'année 2016, j'ai fait championnat du monde de kite. Je finis 10e mondial. Et j'ai essayé d'ouvrir mon parc. Donc au début, c'est quand même très laborieux, il faut le dire. On toque à beaucoup de portes de mairies et les mairies, à la fois elles sont oui, on veut parce que c'est sympa, ça va dynamiser. Mais voilà, la grosse problématique, c'est de trouver les bons plans d'eau où il y ait quand même du monde autour, qui soient exploitables. En fait, au tout début, j'avais trouvé des lacs qui étaient immenses et du coup, quand il y a du vent, il y a des vagues. Donc, très dur à exploiter pour la gestion des modules et tout ça. Donc, j'ai un petit peu galéré, oui et non, parce que au final, j'ai pas galéré un an, hein, donc c'est quand même très rapide. Ouais, oui, par rapport à... Oui. Voilà. Et en final, la chance que j'ai eue, c'était de me rapprocher de Cecitech, donc de Jeff Aubry à l'époque. Et je pense que Jeff croyait en mon projet parce qu'il voyait que j'étais motivée, que j'avais le CV et le financement. Et du coup, il me met en contact de la mairie du Pontet en me disant « Écoute, il y a déjà eu quelqu'un qui a essayé de faire un projet. Je crois que la mairie était d'accord, mais il ne l'a jamais fait, il ne le fera pas, il est parti en Bretagne. Voilà. » Donc, il me donne 2-3 noms de projets avec d'autres parcs potentiels, d'autres projets potentiels, mais oui, il fallait s'associer. Et moi je lui dis je m'associe pas à des gens que je connais pas déjà, que voilà. Et donc voilà, j'avance avec le Pontet. En fait, ça s'est allé très très vite. Ils ont fait un appel d'offres pour rester dans les clous. Et en 4-5 mois, on a lancé appel d'offres en janvier, et en juin j'ouvrais le parc. Voilà. Wow, trop bien. Donc au début c'était un peu roots, début juin quand je commence à faire les travaux, j'ai même pas de salariés, j'ai pas d'équipe, hein. Donc c'est des amis qui sont venus m'aider, le parc était pas clôturé, on a mis les modules à l'eau, c'était folklore, mais c'était génial en fait. Tous les gens qui ont connu l'urban au tout début, vous diront en mode c'était génial, c'était le sable, c'était l'improvisation, c'était spontané, c'était limite les gens filaient un coup de main pour poser le lino le soir, c'était incroyable. Moi, pour la petite histoire quand même, au tout début on n'avait pas de point d'eau dans le container, je sais pas pourquoi, si c'était les autorisations qui étaient longues, je sais même plus pourquoi, mais tous les soirs je ramenais les gobelets en plastique et je les lavais dans ma baignoire, donc il y avait 200 gobelets et tous les soirs à 23h minuit je me lavais les gobelets. Voilà, donc ça a vraiment été une histoire et donc au passage, je tiens vraiment à remercier les gens qui m'ont aidé à monter le projet. J'avais une bonne amie qui était prof de sport et qui était donc en vacances juillet-août, qui était venue de Normandie pour m'aider à tenir le bar, Clio, incroyable. Donc à minuit on posait du lino, et j'ai un bon ami aussi qui était ingé et qui était un vrai couteau suisse et qui m'a énormément aidé à bricoler, voilà. Donc une belle aventure humaine et surtout n'oublions pas Mathieu Leclerc qui est descendu du TNS, pas TNS, c'est 44, comment ça s'appelle, TSN 44, ouais, voilà. Donc Jeff Aubry m'avait conseillé et qui a été mon premier moniteur, donc que j'ai embauché. Et d'une gentillesse, d'une pédagogie. C'est vrai que moi du coup je suis arrivée dans le milieu, je connaissais pas grand chose, mais la pédagogie de Mathieu a été incroyable et je crois qu'on continue dans cette lignée parce que il m'a formé, j'ai formé les moniteurs qui sont arrivés derrière et merci Mathieu Leclerc. Merci Mathieu. Voilà. Le début de l'urban. Trop bien.
Alors attends, on va revenir un peu en arrière parce que tu as été vraiment vite, c'est bien, hein, ça donne envie d'en savoir plus. Mais du coup, peut-être un peu sur ta partie kite, c'est Ouais. intéressant. Tu dis que t'as eu la chance de faire partie de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que ta vision en tant d'athlète au niveau, d'avoir vécu des championnats de France et comment tu fais le parallèle avec ce que tu vois maintenant sur le wake? Alors, le sport au niveau, c'est génial parce qu'on fait ce qu'on aime et finalement, on a quand même, enfin, j'ai beaucoup voyagé et c'est des milieux internationaux. On parle anglais toute la journée, on rencontre plein de nations et c'est génial. Après, c'est très dur, moi j'ai trouvé. Le kite, on dépend des conditions, vent et la mer. Et ils avaient quand même un peu tendance à nous balancer, qu'importe les conditions, puisque on a une semaine de tir pour faire la compète. Et c'est dur physiquement, enfin on est tous opérés, des genoux, des épaules, voilà. Donc moi quand je suis rentrée, je savais qu'à mon âge, il fallait pas que je me fasse beaucoup d'illusions sur la suite. Et puis j'étais l'une des plus vieilles aussi, et j'étais l'une des seules qui n'était pas pro à la base, enfin qui faisait vraiment que ça. Donc le sport de haut niveau, moi j'avais envie, je pense que j'avais pas une frustration, mais j'avais envie de voir ce que c'était parce que j'ai toujours été très sportive et finalement c'est plutôt ma famille qui me freinait et qui voulait que je fasse quelque chose de plus sérieux. Donc je suis très contente et je pense que ça a apaisé quelque chose de me dire je l'ai fait, je suis allée au bout de ce que j'avais envie de faire. Mais par contre, voilà, rester que dans un milieu où ça parle que de ce sport-là, c'était compliqué pour moi. J'avais vraiment besoin de me poser quelque part et de pouvoir faire de tout, gérer de l'humain et tout ça. Enfin, le projet entrepreneuriat, enfin, j'ai toujours eu le truc de je veux monter une boîte et j'aime créer, j'aime galérer. Enfin, voilà, je suis bonne dans la galère. Okay. Et Dieu sait qu'on en a quand on ouvre des parcs. Voilà. Et du coup, à la base, tu partais pour un full size ou... Ah, tu le sais. Non, je sais pas, je te pose la question. Parce que la façon dont tu le racontais, je me disais que tu partais... tu cherchais à monter ton parc. Pas forcément le business plan à la base était sur le full size. Et en fait, c'est Jeff Aubry qui m'avait orienté parce qu'au tout début, il devait y avoir un parc qui devait ouvrir à Monteux, juste à côté. Donc même pas à 10 minutes. Et qui devait être un gros full size avec des pool gaps et avec tout ça. Il m'avait dit, ton projet, il peut tenir la route si tu fais autre chose. Et du coup, on était parti sur un bipool. Et en fait, au moment où on ouvre, on sait que Monteux n'ouvrira pas, quoi. Okay. Voilà. Mais sur le coup, beaucoup de questions parce que c'est vrai que quand ils ont des budgets énormes et que moi, c'était que de l'investissement personnel, voilà, on ne partait pas à armes égales, quoi. Ouais, c'est clair. Et je me souviens même plus, mais tu ouvres les 2 lignes direct. Ouais. En fait, là où on a fait un petit peu le buzz, c'est qu'effectivement, on a ouvert direct quelque chose de solide quand même, avec quasiment tous les modules. J'avais 8 modules, j'en ai juste racheté un depuis. Mais du coup, ça avait fait un peu de com. Enfin, Andol était passé faire des photos. On a eu pas mal de monde qui est passé. Les premières années, Loïc Deschaux est venu. On avait eu Thelma Sester. Enfin, il y a vraiment eu on a eu beaucoup de com du fait que le parc a été visible dès l'ouverture parce qu'il y avait quand même beaucoup de modules. Ouais. Plus un des premiers à se dire je mets un bipouli mais avec 2 lignes, quoi. Peut-être que ça venait aussi de l'accompagnement de Jeff. Je sais qu'il a une vraie vision sur comment développer le wake et lui il est à fond bipouli et je partage un peu sa vision. En tout cas, oui, c'est sûr qu'il m'a beaucoup aidé. Je sais plus exactement, je pourrais pas te dire le fin mot de l'histoire, mais c'est vrai que les 2 lignes, moi, j'avais aucun doute là-dessus parce que finalement, une ligne, les gens quand ils viennent rider, ils sont un peu tout seuls sur le parc et il n'y a pas cette ambiance qu'on retrouve un peu sur un full. Et sur le bipouli, du coup, voilà, il y a un peu plus de monde, mais pas trop non plus. Après 3 lignes, honnêtement, j'aurais rêvé en faire. Et avec le recul, je me dis peut-être qu'heureusement qu'on l'a pas fait parce que il faut les remplir les 3 lignes quand même. Donc voilà. Ok. Très bien. Du coup, donc t'ouvres le parc en 2017. Ouais. 17, ok. Avec Mathieu. Début juillet, ouais. Comment ça commence? Tu dis vraiment le feu, genre vraiment tu nettoies tes gobelets dans ta douche. Du Laura 100%. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça. Et comment ça se met en marche? Comment d'année en année tu réussis à construire le truc? Comment ça se passe? Le feu, au tout début, je vais te raconter 2 anecdotes parce que il y avait vraiment des trucs où on se marrait. Donc c'était vraiment petite équipe. On était, je pense, quand même très soudés parce qu'on y passait toutes nos heures. Enfin vraiment, je n'ai pas compté le nombre d'heures qu'on a tous fait, mais incroyable. Et le parc donc était pas clôturé, on n'est pas très loin quand même des quartiers, un peu sensibles. Donc pour tout te dire, on avait tentant des gens qui arrivaient en mobilette et qui faisaient comme au drive, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtaient devant le container qui nous disait c'est combien ça et tout ça. Enfin voilà, le parc était pas clôturé.
Enfin, tout était, dès qu'on avait un temps libre, on allait planter 2 arbres, on a tout végétalisé nous-mêmes. C'était assez, pas aride, mais c'était assez désertique quand même. Et dans les petites histoires, on avait mis donc des containers donc, pour la sécurité du spot, puisque à côté des quartiers. Et il y avait pas mal de cadenas à fermer, des gros cadenas, des gros trucs. Et la première année, l'été, on était tellement éclatés le soir, en fait, on fermait. Et à tour de rôle, on oubliait tous un truc dans le container une fois qu'on avait fini de fermer, alors que ça nous prenait 10 minutes, un quart d'heure à fermer, qu'on n'en pouvait plus. Soit il y en avait un qui avait oublié son téléphone, soit il y en a un qui avait oublié les clés du container dedans pour finir la fermeture, soit les clés de voiture. Et en fait, au début, ça nous désespérait, et à la fin, on se marrait, et on avait même fait une feuille avec les prénoms de chacun, de qui a oublié quoi, et on comptait qui c'est qui avait le plus oublié de trucs au moment où on était en train de fermer, quoi. Et je pense qu'il y avait un état de fatigue général, mais c'était beau en même temps, Voilà, donc on s'est beaucoup amusé à faire des petits trucs comme ça, où on notait les phrases cultes des gens. Moi, il y en a une qui me reste en tête. Un jour où je coach, il y a quelqu'un qui dit à son collègue qui était à l'eau, mets ta planche dans le sens de l'eau, quoi. Ah oui. Voilà. Pas mal. Ouais, c'était pas mal, si tu réfléchis. Et on avait quelques phrases philosophiques de Goose. C'est un peu philosophique, ouais. Oui, oui. Goose, ouais. Ah oui, il a passé un moment. Qui traînait beaucoup au parc, ouais. Mais je les ai plus toutes en tête, mais je sais qu'il y avait des phrases incroyables. Je suis désolée, Goose, si tu m'écoutes. Mais il y avait des phrases incroyables. Je crois qu'il y avait un truc style, cette phrase, on la ressort depuis, je sais plus si c'est lui, mais la souffrance physique n'est rien à côté du bonheur moral. Et donc, on avait toutes nos petites phrases cultes comme ça qu'on avait écrites sur des papiers, voilà. Et je pense que ça résume vraiment l'idée de la première année où on essayait de voir tous les trucs marrants qu'on traversait parce que c'était quand même dur, quoi. Voilà. Et après, c'est sûr, les hivers, on en profite pour améliorer, pour clôturer, pour faire les plantations et tout ça. Et moi, le fil conducteur, c'est quand même que je trouve que j'ai énormément de chance au niveau des humains que j'ai pu engager. J'ai souvent eu des moniteurs qui ont été ultra impliqués, ultra matures. Parce qu'il y avait quand même au début les quartiers à gérer. Tant qu'on n'a pas eu énormément de monde sur le parc, ça rentrait quand même un peu. Et il fallait vraiment avoir un discours intelligent pour pas les braquer. Oui, parce que t'es chez eux. On voit bien le parc. Ouais. Les cités sont en face de la berge, de l'autre côté. Ouais. Et t'es chez eux, quoi, à la base. D'ailleurs, la mairie était surpris finalement qu'on tienne. Il m'avait dit, il m'avait dit. Ok, mais sois prête, quoi. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure des années, je pense qu'on s'est intégré dans leur paysage et finalement ils ont accepté. Et puis, ça s'est fait très en douceur. On n'est pas venu en arrivant en clôture, en mode c'est chez nous et c'est pas chez vous. Ouais. Finalement, c'était très ouvert et je pense que ça a été une bonne chose au début. Voilà. Donc, des moniteurs incroyables. Et je pense que c'est un peu maintenant ce qui a fait la marque de l'urban aussi, c'est l'encadrement. Et puis voilà, dans les trucs géniaux qu'on a mis en place, c'est vrai que les premières années, j'avais une fille qui était en médecine, qui venait beaucoup au parc, qui m'avait donné beaucoup d'idées parce qu'elle raidait au début à Montpellier, là où avait commencé Aurélie Godet, et qui m'avait dit, tu sais, les cours enfants et tout, ça peut être une super idée. Et en fait, dès la première année, on crée le cours Kids en septembre, donc qui sont des cours collectifs, ce qui est rare sur des wake parks quand même. Et ça a de suite eu pas mal de succès. D'ailleurs, tous les petits jeunes après qui ont performé, Sidonie Verland, les Victor Vassas, les Capelli, qui après ont fait quand même des podiums aux France, venaient de là. Et honnêtement, moi, ça m'a énormément apporté parce que ils ont une motivation déjà incroyable. Ils raident jusqu'à novembre, ils s'en foutent, ils se demandent même pourquoi tu fermes le parc en décembre. Moi, c'est vraiment un des trucs qui me fait tenir, c'est les familles qu'on voit évoluer, qu'on voit s'impliquer. Moi, les gamins, c'est mon moment préféré, les mercredis et les samedis quand on les a, et donc on fait toujours les kids. Donc bien sûr, les petits tout, ils sont devenus grands, ils sont tous en université, voilà. Mais il y a toujours la relève, et je trouve que c'est ce qui fait un peu l'âme du parc. Voilà. C'est ces petits jeunes, c'est cette école qu'on a créée, incroyable. Trop voilà. Bien. Très bien. Bon, ça tu vas nous en reparler parce que effectivement ça fait partie un peu de l'identité du parc. Ouais, de l'identité et puis de la force, quoi, vraiment. Je reviens encore un petit peu en arrière parce que ça veut dire que tu as quand même découvert le wakeboard à Blablaye. À Blibli, ouais. Ah, tu appelles ça Blablaye, ok. Je sais pas. C'est les gars de Jablin, parce que justement il y a beaucoup d'autres Français qui ridaient là-bas à une certaine époque. Ok. Ils appelaient ça Blablaye parce qu'en plus à Jablin, ils venaient de Jablin, après ils appelaient Jablabline, tu vois. Ils disaient genre Jablin c'est comme Blablaye, mais pas tout à fait quand même. Ouais. C'est un peu différent. Ah, j'ai lâché une information que tu n'avais pas.
ok. Que j'avais découvert à Blibli. Enfin, à Blablaï. Bah ouais, D'accord. mais c'est hyper stylé quoi. C'est hyper Genre tu stylé. connaissais pas du tout le câble Non, avant? non. C'est non. vraiment... Ouais. Là, Et après, pour- quand je suis rentrée, ils ont ouvert le TMX. Ouais. Ouais. Puisque j'étais au sud. Ouais, donc du coup t'as vu l'un des meilleurs câbles du monde Peut-être, je savais pas et encore. genre ouais, forcément. T'as pas découvert un câble pourri au fond Ouais. de la France. Enfin, Mais c'est ce qui m'a fait rêver et voilà, qui a fait que j'ai créé le projet aussi. Ouais, ouais. Et qui t'a donné peut-être une vision du truc Mm. aussi. Ouais, le côté lieu de vie. Parce que, enfin, comme j'étais pas du milieu, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns que ça a froissé aussi que j'ouvre un wake park alors que je suis Oui, pas une toujours, vraie hein. wakeboardeuse, quoi. Et mais voilà, moi, c'était vraiment le lieu de vie où finalement, enfin, tu manges, tu viens te poser, même si tu sais pas en faire, tu essayes. Enfin, c'était le lieu de vie qui m'a plu, quoi. Au-delà du sport, quoi. Enfin, Ouais. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui un spot il est juste à peu près rentable quoi. Faut avant tout que les gens ils puissent kiffer rester sur place quoi. ouais. Tu Et veux t'avais rentrer des- sur ce sujet de... Bah ouais, vas-y C'est un alors. sujet, moi, que je trouve très intéressant. Allons-y. La viabilité des wake parks. Allons-y, on commence, c'est parti. Comment rendre un téléski rentable? Ah, si j'avais vraiment la recette miracle. Non, c'est vrai que la plupart des wake parks sont ouverts donc, par des vrais passionnés, des wakeboarders qui pensent wakeboard. Et je te fais une question de 2 en 1 en mode qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir un wake park? Non, je sais pas ta vision, mais comme tu le sens, tu es libre. Non, enfin, je pense qu'au début, il y a quand même... Parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui me contactent pour savoir si je peux leur donner des conseils parce qu'ils veulent ouvrir des wake parks. Et le premier conseil, déjà, c'est de faire un business plan. Enfin, c'est d'écrire vraiment l'étude de la concurrence, l'étude technique du plan d'eau, parce que la profondeur de l'eau, si vous avez 30 mètres d'eau, c'est pas pareil que si vous avez 4 mètres pour vos corps morts, et ainsi de suite. La variation du niveau d'eau, si vous perdez 10 mètres d'année en année, la pollution de l'eau, les champs qui sont autour, après les autorisations et la mairie et tout ça, et le bassin de population. C'est vrai qu'il y a plein de wake parks qui sont perdus dans des zones. Waouh, voilà. Quand je vois, nous, on est à côté de la ville et je me dis c'est déjà pas évident d'attirer les gens en hors saison parce que bon, l'été c'est plein, mais donc je pense qu'il y a une vraie étude à faire au début pour que ça marche. D'ailleurs, moi j'ai toujours exemple, le South Wake Park il a bien marché, Wake Paradise aussi, ils sont quand même à côté de grosses villes, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y a ça et après pour que ça marche, c'est bien s'entourer. Voilà, pour moi c'est ça qui fait vivre parce que on a beau donner tout ce qu'on a et faire tout ce qu'on peut, si on n'a pas les bonnes personnes qui gravitent autour, qui vont nous entourer techniquement, qui vont aussi ramener du monde, voilà, c'est compliqué. Et après, de nos jours, j'ai l'impression que les wake parks ils marchent sur l'activité qui est annexe, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les jeux gonflables. Et après, je respecte tout à fait ceux qui le font tout à fait. Voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que je privilégie la qualité de vie qu'on a. Et moi, j'y travaille. Et honnêtement, je me vois pas que ça hurle toute la journée. Ouais. Et puis, il faut voir ce c'est un autre métier. Voilà. Voilà. Les EEG c'est très sympa, mais il faut voir ce qu'on voit débarquer sur les gonflables. Donc moi je suis jamais partie là-dedans, mais par contre voilà, il y en a qui s'en sortent très bien avec la restauration. Nous on essaye plus de miser, j'avoue, sur l'événementiel, un peu des after-work. Mais voilà, pour faire vivre un wake park, mine de rien, c'est les à côté. Ouais. Voilà. Le wake park il nous donne l'identité et l'image, mais derrière... voilà, c'est l'équilibre financier, il est quand même compliqué à avoir et si on fait pas de la restauration, je pense que c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et du coup, pour revenir sur le côté lieu de vie qui t'avait embarqué sur cette discussion, toi, c'est ça que tu as réussi à construire quoi là-bas. Comme tu disais, les gens ils viennent se poser et ils viennent kiffer avant de... Bah oui, t'as des téléskis qui ont été montés par des passionnés, ils veulent faire du wake, machin. Mais si t'as pas ce côté la mamie elle vient avec son petit-fils et puis elle peut quand même kiffer rester sur le spot et boire son petit thé tranquillou sans se sentir dans une communauté de riders machin qui est pas forcément la sienne. C'est ça que t'as un peu réussi à créer quoi. Je pense que au final on a quand même des publics très familles, on a beaucoup de filles donc voilà. Je pense qu'effectivement les gens se sentent bien et c'est important. Après, tu vois, même si je viens pas du wake, j'ai l'impression que finalement, nous, notre grosse force, c'est quand même, c'est la partie wakeboard, quoi. Donc je peux pas te dire, oui, il y a des gens qui passent après le boulot, boire des bières et se poser,
Mais en fait, on a une communauté de riders incroyable. Ouais. Mais dans la communauté de riders, je vois, c'est vraiment des personnes... on n'est pas dans la performance, on est vraiment dans le partage. Et ça se retrouve vraiment sur les événements qu'on fait, où il y a une solidarité incroyable, où les gens encouragent tout le monde. Je me rappelle une des premières compètes qu'on avait fait, donc où il y avait Loïc Deschaux cette année-là. L'inscription à la compète, c'était rien, c'était genre 45 € pour les 2 jours et les repas ou quelque chose comme ça. Et en fait, on avait des gens qui avaient quasiment jamais fait de wakeboard, s'étaient inscrits parce qu'ils trouvaient ça pas cher de faire rider, et voilà. Et donc, on a un gars qui avait jamais pris les modules, qui arrive sur la compète. Et en fait, nous, on le savait. Et il y avait une ambiance de dingue. On l'a encouragé à prendre le kicker. Il est parti en front flip sans faire exprès. Ouais. Et tout le monde était en mode, c'est énorme et tout. Et c'était bienveillant. Honnêtement, c'était très sympa. Il n'y a jamais eu de moquerie. Et on se rappelle d'où on vient. Et c'est vrai que le fait qu'on ait des publics jeunes, filles, je pense qu'il n'y a pas ce côté ride, surenchère, performance. Voilà. Ouais, ça c'est important aussi. Voilà, donc j'aime vraiment ce côté bienveillant qu'on a sur le parc. C'est vraiment ce qui s'en ressort. Voilà. Ouais, c'est l'avantage d'avoir une femme patronne aussi d'un business peut-être. Et puis, ça change, hein. Et puis encore une fois, l'équipe que j'ai à chaque fois, je pense que je les embauche aussi parce que je me retrouve dans leur discours, on partage les mêmes valeurs, mais ils sont vraiment bienveillants. Ils sont vraiment gentils, ils sont vraiment encouragés, et ils le pensent vraiment, c'est pas... Voilà. Trop bien, bravo. Ouais. On peut dire que bravo. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, quand on me demande des conseils et tout, je dis franchement appelez Laura parce que... Mais je te jure c'est vrai. Hein. Voilà. Après on va aller plus loin sur tous les sujets que tu abordes, mais en gros que ce soit le sport, le côté lieu de vie, le côté business ou le côté fédération. Tu coches toutes les cases en étant, on va dire, tu sais, sans en faire des caisses non plus, tu vois, mais du coup, très souvent, c'est gentil. J'envoie ton numéro. C'est bon. Tes numéros, parce que tu as 17 numéros de téléphone. Non, j'en ai que 2. Il y en a un, il ne faut pas communiquer. Ouais, d'accord. Et voilà, ouais, donc souvent, j'oriente vers toi parce que t'es un peu un modèle, en tout cas, pour l'instant. Pour s'inspirer. Donc continuons de parler de... Ça va gonfler pour la saison. Ouais, ça va me booster, j'espère. Alors, du coup, ton fonctionnement avec la fédération, donc il y a un côté business. Il y a beaucoup de téléskis qui se disent moi, j'ai pas forcément envie de monter une asso, ça va me prendre du temps, ça va être des gens qui vont avoir peut-être des besoins, des envies différentes. Comment je le gère, c'est pas facile. Tu as fait le choix d'avoir une asso sur ton parc, de l'affilier à la fédé, etc. Pourquoi et comment ça marche? Moi j'ai toujours eu envie d'être affiliée à la Fédé parce que j'aime le côté sport quand même. J'aime le fait que des gens qui ont envie de s'impliquer, ils peuvent aller jusqu'au bout et faire des compètes. Donc pour moi c'était une évidence d'être affiliée à la Fédé. Je pense que je suis arrivée aussi avec un regard neuf je connais pas le milieu, donc j'ai peut-être pas tout l'historique, et c'est vrai qu'il y a des téléskis qui se sont un peu braqués à la Fédé et j'avais pas cet historique-là. Et voilà, moi j'ai toujours trouvé un équilibre, donc on a monté une asso puisque les premières années je crois que c'était la structure qui était encore affiliée, et puis après on n'a pu plus, c'est plus possible de s'affilier, on a dû monter une asso, et ça me paraissait quand même cohérent de monter une asso parce que finalement en fait il y a quand même plein de choses qu'on fait qui ne sont pas rentables pour la structure financièrement, hein, donc moi j'ai toujours organisé des banquets, des choses comme ça où finalement on faisait payer aux gens le prix coûtant que ça nous coûtait, donc il y avait plein d'événements où je me disais on fera passer sur l'asso parce que de toute manière ça me coûte rien, ça me génère rien, et quelque part c'est plus logique que ça rentre sur une association, parce que le but c'est juste de fédérer, voilà. Donc l'asso me paraissait évidente, et après moi et la fédé c'est vrai que j'ai toujours trouvé un équilibre, puisque eux ils sont friands qu'on organise des événements handicapés et féminins et jeunes, et c'est typiquement moi ce que j'ai toujours fait. Donc voilà, financièrement on a trouvé l'équilibre, ça coûte de s'affilier à la Fédé, mais derrière je récupérais des subventions en montant les dossiers puisqu'on faisait de toute manière ces événements là, donc voilà, mon équilibre je l'ai trouvé, et tout le monde j'ai jamais remis en question l'adhésion du parc à la Fédé, et voilà. Après je comprends l'historique qu'il y a, et je comprends qu'il y a des structures qui organisent pas ces événements et qui du coup ne s'y retrouvent pas du tout. C'est vrai qu'on a toujours aussi un peu de mal sur des gens qui font pas de compétition à vendre des licences.
Il y a des sports, c'est vrai que j'ai fait du cheval pendant des années, on prenait forcément nos licences, alors on nous disait l'assurance, les trucs comme ça. En wake, on a du mal à avoir ce discours-là. Et après, il y a plein d'autres sports qu'on fait. Je fais de l'athlé et j'ai pas forcément de licence ou des choses comme ça. Donc, je pense que ces questions de licence et ces adhésions, elles sont au cœur de tous les sports et qu'on a les mêmes problématiques que les autres sports. Donc, voilà. Mais non, je pense qu'idéalement, il faudrait que tous les wake parks se fédèrent autour d'une structure. Je trouve ça logique. Il faut juste trouver le bon équilibre pour chaque structure qui a des besoins différents, quoi. À minima, quand tu as une petite volonté sportive, on va dire, quand tu es vraiment, on va dire, purement loisir, oui, comme si tu parles du WAM ou des trucs comme ça. Ça se comprend aussi. Mais bon, on sent que même dans les WAM parks, il y a des mecs qui ont envie d'avoir une approche un peu plus sportive. Après, c'est juste pour peser plus, je pense, au niveau du ministère des Sports. Je pense que ça serait bien pour tout le monde qu'il y ait plus de licenciés, plus de clubs adhérents, quoi. Tout à fait. Et alors, du coup, tu parles de tous les événements que vous organisez en para-wake, en féminin, pour les jeunes, etc. Et moi, c'est vrai qu'au début, je connaissais pas encore, mais j'avais vu ça sur Facebook où tu partageais cet événement Andy avec une asso. Surfeur d'argent. Ouais, ultra stylé. Ouais, ultra stylé. Tu peux en parler de ça ? Ouais, passionnant. C'est donc un monsieur qui s'appelle Éric Dargent qui a été, je sais plus, beaucoup de fois vice-champion du monde de surf. Et qui est quelqu'un d'incroyable et qui m'avait contacté à l'époque puisqu'il habitait, il est du côté de Marseille en gros. Et lui, il organisait des journées surf Andy et d'autres activités un petit peu, je sais plus, mais il leur fait faire d'autres trucs de glisse, du paddle. Et il m'avait dit, tu penses que c'est possible ? Et à l'époque, il regardait 2-3 trucs. On a la vague artificielle aussi de surf à Monteux. Il avait regardé ça et c'est vrai qu'il me disait, c'est un peu plus bruyant, traîner toute la journée avec des personnes, qui ont besoin de calme aussi. C'était pas évident. Et en fait, il a adoré ce qu'on pouvait lui proposer, le cadre et tout ça, et le côté intimiste du parc aussi, je pense. Et en fait, dès les premières années, ça s'est toujours ultra bien passé. Alors lui, il arrive quand même avec un gros réseau de bénévoles. Il a beaucoup de gens qui viennent encadrer sur les paddles. Il apporte lui-même des paddles et tout ça. Donc c'est vraiment une très grosse journée. Il a ses sponsors qui financent une partie de la journée. Mais c'est vrai qu'on a fait, 5, 6, peut-être 7 éditions. Voilà. Et depuis, j'ai d'autres... donc j'ai des prothésistes qui m'avaient contacté. Donc une boîte qui est sur Avignon. Et du coup, on organise une deuxième journée Andy en général dans l'année. Et c'est vrai que c'est des journées incroyables parce que c'est des personnes qui ont des parcours incroyables et des vraies leçons de vie, quoi. Il y en a, ils se sont fait opérer il y a 3 mois et ils sont là avec le smile et en mode c'est ma deuxième vie, mais elle est belle, quoi. Donc non, c'est des super journées. Et même pour les moniteurs, c'est vrai que nous, tous ces événements-là sont incroyablement boostant moralement parce que le quotidien est très sympa quand même, hein. Mais là c'est des journées où on prend vraiment le temps de discuter avec les gens, on a plus de temps, déjà on n'est pas en mode un quart d'heure et puis ça change le public et c'est vraiment des super journées. Nous on essaye aussi le site wake, c'est incroyable. T'as déjà pris un module en site wake? Non, je sais pas. C'est génial. Une petite box. On avait Lucas Manconi une année qui était là parce qu'il bossait au parc et qui nous avait mis le 3-6 sur le kicker comme ça. Incroyable. En site wake. Bravo Lucas. Voilà. Mais non, c'est des super journées. Puis on arrive souvent à avoir des photos qui sont cool. Donc derrière, en montrant ce qui peut être fait, ça donne des idées peut-être aux autres parcs ou des prothésistes de dire qu'on va faire pareil et c'est génial, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, tu faisais à la fois du site wake et des gens, donc comme tu disais, amputés avec des prothèses et tout. Alors on récupère de tout. Souvent, on me prête un e-board. Je ne donnerai pas le nom du wake park. On me prête. On essaye d'avoir le plus de support possible pour pouvoir s'adapter en fonction de ce que les gens arrivent à faire ou pas. Et ça fait 2 ans qu'on a aussi une école de kite qui vient avec du matos de foil. Et du coup ils les mettent sur les planches et donc il y a le moniteur et la personne on dit devant et ils leur font faire sur le foil, donc ils volent à 2, hein. C'est des gros flotteurs, des grosses ailes dessous et on le fait rétracter en wake. Incroyable. Donc, le but c'est vraiment de faire rider les gens, qu'importe les faire glisser. Ouais. Trop stylé. Donc le gars, il est un foil normal, sans strap. Ouais, finalement c'est un gros paddle avec le foil dessous.
Et donc le moniteur, il tient le palonnier, Ouais. et juste la personne, Et devant, ouais. s'assoit. Et il peut filer le palo à la personne. Voilà. Trop bien. École le rock. Merci Jean. Non, mais des personnes incroyables, encore une fois. Stylé de ouf. Vraiment très sympa. Et du coup, là, pour les gens qui connaissent pas du tout, est-ce que tu peux donner un peu des exemples de support, justement, pour ceux qui voudraient... alors plutôt, on va dire en bipouli, en full, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a quoi comme support, comme idée parce qu'on peut se dire, mais on peut faire vraiment glisser sur plein de trucs. Ouais. Les gens qui ont pas forcément besoin de faire, de faire des virages ou quoi, juste déjà d'aller tout droit. Bon, après, nous, quand même, de manière générale, on fait quasiment que du wake. Déjà, on a très peu de wake skaters. Ouais. Donc, effectivement, tu peux faire du wake skate. À une époque, on faisait un peu de ski aussi sur le parc. Et honnêtement, dès que les gens voyaient du ski, ils trouvaient ça très stylé. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de développement de ça. Parce que, il y a beaucoup plus de skieurs que de snowboarders l'hiver. Ouais. Et en vrai, le sport était incroyable en ski. Voilà. Et je sais qu'à une époque, on s'était dit, vas-y, on va pousser les marques pour développer des skis. Moi, j'ai tout le monde qui voulait faire du ski. Dès qu'on y voyait le ski, ils disaient, je veux faire du ski. Ouais. Et souvent, dans les wake parks, le ski est assimilé aux débutants, puisqu'ils font leur tour en e-board, leur tour en ski et tout. Mais là, c'était vraiment du ski freestyle, quoi. C'était... Ouais, on se rappelle de Guézou qui mettait des S-bend. Voilà. Double S-bend, non. Mais non, c'est mon copain de l'époque, mais il était vraiment solide en ski et il faisait rêver tout le monde. Il faisait des rails avec des sorties 3-6 et c'était incroyable, quoi. Alors ma question c'était les supports, les supports, mais en para à la base. Ah d'accord, ok, oui, j'ai rien compris, ouais. Non, excuse, pas de souci. Du coup, du kneeboard, ouais, du paddle, on leur fait faire du paddle tracté. C'est ce qu'on fait aussi au tout petit quand ils ont un petit peu peur, on les met sur des paddles et on les traîne. Et c'est assez marrant, on peut aller à pleine vitesse, on est à 30. Et donc on leur a fait faire foil et wake. Et après sit wake, ouais. Sit wake. Bon, après, globalement, comme il y a les prothésistes qui viennent sur l'événement, ils leur mettent donc des prothèses de jambes. Et le but, c'est de faire du wake debout. À peu près 9 sur 10 font ça. Après, il y en a où ils ont un peu plus de faiblesse ou vraiment compliqué. Et dans ce cas-là, on leur fait faire du paddle tracté. Ok. Voilà. Et j'ai déjà vu, justement, à Jablin aussi, il y avait un gars à qui il manquait l'avant-bras. On en a eu. On avait aussi, ça marche bien. Ouais, franchement, ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Ouais. Non, on a qui prennent les modules. On a un gars qui avait fait Salt Lake en snow ou un truc comme ça au JO et qui avait jamais fait et qui prend les modules et qui pose son module direct, quoi. Non, sur ces journées-là, c'est des journées waouh, quoi. Trop bien. C'est des journées qui reboostent. Voilà. Et d'ailleurs, on a quelques Andis qui habitent pas très loin. Et c'est un des projets que j'aurai avec la Fédé, c'est d'essayer effectivement de subventionner peut-être une journée par mois pour les faire revenir et pour que ça devienne un de leurs sports, quoi. Ouais. Parce que bon, après, je pense que il faut mettre en place des subventions, ça leur coûte quand même pas mal. Et ils prennent plus de temps aussi, c'est-à-dire que en termes d'équipement, on peut pas dire vas-y, tu rides sur un créneau de 15 minutes. Ils ont besoin de plus de temps, donc c'est un coût. Et je pense que si c'est une des priorités de la Fédé, ça pourrait être cool. Ouais. Trop bien. Voilà. Ok. Donc le para, Ouais. les jeunes, on va en reparler aussi. Les filles Les surtout. filles. Beaucoup de filles de haut niveau qui viennent de Urban. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. J'ai ouvert hier les inscriptions pour le Girls Camp, qui est la 15e édition. Et donc notre Girls Camp, je dis toujours, c'est comme le concert de Beyoncé, les places partent en une journée. Ah ouais. C'est incroyable, on a une liste d'attente et tout. Et en fait, les filles qui sont déjà venues veulent revenir, et comme elles ramènent des copines, ça prend des proportions. Et cet événement filles, donc on l'a fait dès la première année, je crois, ou en tout cas au printemps de l'année suivante. Et c'est marrant parce que je m'attendais à avoir beaucoup de très jeunes. Et au final, je pense qu'on attire les gens à qui on ressemble. Donc finalement, c'est assez trentenaire. On a même eu une année une dame qui avait... une femme qui avait 40, 50 ans et qui était venue avec sa maman, qui avait 70 ans. Donc la maman n'avait pas raidé, mais qui avait fait les soirées avec nous et qui était très 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 marrante. Et on a des souvenirs de folie de Girls Camp. Et donc le soir on fait des jeux et c'est toujours très drôle. On fait des trucs de mimes. Des jeux de mimes. Des jeux de mimes. Des time J'ai des vidéos, ouais. Un bon time jump entre copines. Et donc l'identité du Girls Camp, c'est vraiment rider entre filles. Voilà, il n'y a pas de niveau. On a déjà eu des débutantes, on a des filles qui ont vraiment des gros niveaux. Et on fait pas de groupe de niveau,
c'est du coaching sur mesure et juste avec de la bienveillance. Et c'est vrai que les premières années, j'essayais toujours de mettre plein d'activités. Je leur ai fait faire du yoga paddle, je leur ai fait faire le truc avec la barre, là, la pole dance. Ok. On a fait toujours des activités. Et un jour, en fait, les filles me disent, tu sais, rajoute pas forcément d'activités. Nous, ce qu'on veut, c'est être entre nous. On est bien comme ça. Donc voilà, maintenant, la seule activité que je propose en plus, c'est éventuellement de se faire masser parce qu'elles finissent en lambeaux, parce qu'on ride quand même beaucoup. En général, elles sont KO à la fin du week-end. Mais non, c'est vraiment un super événement. Je pense que, honnêtement, c'est l'une des plus belles réussites de l'Urban, les Girls Camp. Trop stylé. Je fais pas trop de pub parce qu'ils sont déjà complets, il faut pas s'inscrire. Voilà. Et t'en fais un seul par... Non, 2. T'en fais 2. Ouais, on fait dernier week-end d'avril et dernier week-end de septembre chaque année. Voilà. Et on a des filles en fait qui ridaient au parc et qui maintenant ont déménagé et qui viennent juste pour les Girls Camp. Wow. Voilà. On a des niçoises donc qui ont quand même 2h30, 3h de route, qui ont fait 14 éditions sur 15. Voilà, donc vraiment incroyable. Ça, c'est de la fidélisation. Voilà, on avait eu Carole Marmonnier qui était venue. Caco. Tout le monde est venu au Girls Camp. Voilà. Trop bien. Donc ouais, vraiment, une des marques de l'Urban, je pense, c'est la féminisation de l'activité wakeboard. C'est vrai que moi, je dis toujours dans mes abonnés, je crois que j'ai à peu près un tiers de filles. Ah oui. Et souvent, en début de saison, on a beaucoup plus de filles que de garçons. Elles sont moins frileuses, moins chichi. Je suis désolée. Désolée. Je comprends, je suis très frileux. Voilà. Et après, donc ça s'est retrouvé aussi, voilà, sur les jeunes, sur le sport. Et effectivement, on a eu beaucoup de jeunes filles qui ont performé. Donc la toute première, nous, ça a été Sidonie Verlan, qui a été... je crois 4 fois vice-championne de France, parce qu'il y avait toujours Lila devant elle, mais qui est une guerrière dans sa tête, qui depuis a eu pas mal de soucis, qui s'est fait opérer des 2 épaules. Et ouais, on a eu beaucoup de jeunes filles. Enfin, j'ai tellement d'exemples marrants à donner. On a eu une petite jeune qui s'appelait Violette, qui s'appelle toujours Violette d'ailleurs, qui est un peu plus grande. Et Violette, les petits sont toujours boostés par les un peu plus grands, puisque c'est des cours collectifs et qu'ils sont tous ensemble, donc les grands s'occupent des petits et tout, c'est vraiment mignon. Et Violette, elle avait envie de mettre son 3-6, elle avait 9 ans et elle avait jamais fait un 3-6 sur le kicker, mais elle faisait 3-6 sur la boxe dans tous les sens. Et un jour, la monitrice lui dit vas-y Violette, balance ton 3-6. Et en fait, Violette met son 3-6, premier essai, 9 ans. Et du coup, on se regarde tous choqués, on hurle tous en mode mais c'est dingue, refait, elle le remet, elle le remet, une machine à 3-6. Et en fait, on a vraiment des filles qui étaient en mode warrior et qui veulent faire comme les plus grandes. Finalement, il y a beaucoup de filles sur le parc. Ouais. Voilà, on a eu Eva Rivière aussi qui est passée, qui est rideuse incroyable. Et après, dans les trucs très sympas aussi, on a des jeunes qui viennent s'entraîner de très loin. Genre, on a la petite Céleste Chausson, voilà, que ses parents nous ont un peu confié à Flo. Ouais. Flo, le moniteur. Et donc Céleste prend le train toute seule de la zone de Lyon, se tape les 2-3 heures de train, redescend en bus et vient rider à l'Urban sur quelques jours et après reprend le train. Trop bien. Donc Céleste, elle a quoi ? Elle a 15 ans cette année, je crois. 14. Voilà, et on a maintenant Lysée Amaillard aussi qui est en train de monter, que vous verrez au championnat de France aussi cette année, je pense. Ouais. Et pareil, donc qui vient de la région... Carcar ou un truc du Bram, je crois. Ouais, voilà, donc pareil, qui font les allers-retours. Et c'est vrai que Flo la Hondesse, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, parce que c'est quand même un sacré phénomène. Donc Flo, qui est un de mes moniteurs depuis, j'ai regardé, je crois que c'est la 6e année. Ouais, quand même. Cette année. C'est beau. Et Flo est un moniteur incroyable dans le sens où il voit les choses. Voilà. Je pense qu'il a vraiment un don sur ça. Il voit ce qu'il faut faire, il décortique les choses et il est très pédagogue. Voilà. Donc nous, il nous a fait énormément progresser les bons riders parce que je pense qu'on a toujours une très bonne pédagogie de base, mais après, il faut arriver à suivre... ceux qui prennent vraiment du niveau, et on a vraiment eu la chance d'avoir Flo. Après, chaque année, l'équipe est assez polyvalente et j'ai toujours un moniteur qui est très bon techniquement et qui arrive à coacher vraiment les très gros riders. Et c'est vrai que Flo, il a vraiment une touche particulière, déjà parce que c'est un personnage, mais voilà, pédagogiquement, il est incroyable. Donc, il y a cette confiance aussi qui s'est créée avec les familles parce qu'il y a beaucoup de sérieux dans son encadrement.
les échauffements, l'accompagnement aussi mental, la préparation. Enfin, il a pas mal de diplômes là, cette année, il est en train de valider son DE. Je crois qu'ils seront que 2 en France à l'avoir avec Lucas. Et donc il est très sérieux dans tout ce qui est, on va dire, scolaire et diplôme. Et donc il a un truc de préparateur mental aussi. Et voilà, il y a vraiment toute une approche complète sur la préparation physique, les échauffements, la décortication enfin, la décortication, non, c'est peut-être pas très français. Oui, on l'accepte. Voilà, l'analyse des tricks en tout cas. Et voilà, c'est pas juste va rider, essaye, réessaye. Enfin, il y a plein de moments où il me dit non, tu fais pas ça parce que tu sais pas faire ça. Et il aime beaucoup faire bosser vraiment les bases. Il est très complet, voilà, tant en blocage, en tête en bas. Et voilà. Donc je pense qu'il a. Enfin, c'est pas je pense, il œuvre aussi. Il fait de l'urban ce qui est l'urban aussi. Ouais, c'est clair. Voilà. Il faut pas lui demander de démonter le téléski. En maintenance, il faut pas trop le faire toucher les trucs. Mais voilà, enfin, moi j'ai toujours eu ce truc-là de dire on est tous très différents, on a tous nos qualités, nos défauts, et c'est ok, c'est normal. Et mettons les bonnes personnes aux bons endroits, et Flo est pour ça, et voilà, et un moniteur incroyable. Et du coup, tout le reste de l'équipe, tout le monde est très complémentaire. J'essaye de trouver des profils qui sont peut-être plus polyvalents en termes de maintenance, en termes même de cuisine, ou voilà. Mais l'équipe est incroyable sur le fait que tout le monde trouve sa place, et c'est pas vous êtes des moniteurs et vous devez tous faire pareil. C'est vraiment, voilà, et là il y a un accompagnement un peu sur la compétition avec Flo. Là, les personnes qui veulent s'impliquer plus dans la maintenance, on fait les maintenances ensemble. Il y en a qui font aussi, j'ai un gars qui est super depuis 2 ans, qui est aussi cuistot de formation, mais moniteur. Donc il me fait, qui est moniteur un peu, et qui passe en cuisine un jour de la semaine. Voilà, donc j'ai vraiment des profils polyvalents, et moi j'aime justement chercher ça chez les gens, la complémentarité dans l'équipe, et pas dire toi t'es moniteur et toi t'es cuistot. Ouais, voilà. Trop cool. Voilà. Oui, puis même pour la personne, c'est plus sympa aussi de tourner sur les postes que de rester toujours. Alors il y en a, ils veulent rester tout le temps sur le même truc, mais le but c'est de savoir eux ce qu'ils veulent faire et dans quoi ils sont bien, et encore une fois ça peut évoluer dans la saison, commencer en mode je fais que ça et finalement je veux faire d'autres choses. Mais je pense que c'est important quand on veut garder les personnes d'être à l'écoute sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et de s'adapter. Ouais, ça c'est un vrai sujet, parce que là on est en début de saison, mais on l'a vu tout l'hiver, un paquet de téléskis qui balance des annonces pour trouver des gars. Toi j'ai l'impression que c'est quand même une de tes forces, c'est que tu arrives à garder les gens chez toi. Et... Pour l'instant je galère pas trop. Après, il n'y a pas que l'urban qui attire, il y a aussi le fait qu'on soit dans le sud quand même. Je pense que le climat est quand même agréable et que c'est facile de se loger, même si c'est quand même assez coûteux. Moi je peux pas loger les gens sur le parc, comme font beaucoup de parcs. Mais oui, comme on y bosse, on a envie de s'entourer des personnes avec lesquelles on a envie de bosser, et c'est vrai que là ma priorité c'est que mon équipe se sente bien et que j'arrive à garder ceux que j'ai envie de garder. Et pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. Bien. Bravo. Mais on a des super gars, honnêtement, vraiment incroyables. Ouais, mais c'est pas le truc de les avoir, c'est de les garder. C'est ça qui est dur. Bravo. Il y a prendre en compte aussi, c'est vrai qu'il y a peu de wakepark au final. L'été, il y a quand même une grosse charge. Et bon, j'ai évolué aussi d'une année à l'autre. On tire le son de ses erreurs et des choses comme ça. Mais moi, ils ont toujours 2 jours de repos. Même l'été, en juillet-août. Et ils ont vraiment pas les mêmes plannings. C'est vraiment de dire est-ce que tu préfères faire des grosses journées et bosser limite que 4 jours ou 4 jours et demi, ou est-ce que tu préfères commencer plus tard, j'essaye vraiment de faire du sur-mesure par rapport à ce qu'ils ont besoin. Et je trouve qu'on leur demande quand même beaucoup, et c'est normal d'être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin. C'est quand même des jobs qui sont durs, même si on n'a pas l'impression, parce que le cadre est cool et qu'on se dit il a juste appuyé sur le bouton et a donné des conseils. Mais du coup, moi mon poste, je fais un peu de tout, je fais un peu de cuisine, un peu de pilotage, et c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte, mais au pilotage, pour moi la plus grosse contrainte, c'est que t'es assis et tu bouges pas. Et en fait, toute la journée, t'as ta télécommande dans la main, et tu peux pas te dire vas-y, je vais aux toilettes, ou vas-y. Le temps, il est compté, et en fait, ça arrive à rendre ludique à un moment où toi, t'es cadré par le temps. Donc, faut que la personne d'après, elle soit prête à aller à l'eau. Il faut que tu lui aies dit de manière cool, mais en même temps, en mode c'est à toi maintenant, parce que sinon, je décale tout le monde et la personne d'après va râler, quoi. Donc, c'est pas si facile que ça, parce que, voilà. Encore une fois, ils sont accrochés à leur chaise.
Et ils répètent quand même, enfin, on répète Ouais. quand même beaucoup de fois les mêmes consignes, surtout l'été où on a beaucoup de débutants. Et Et c'est comme au Club Med, faut réussir à être souriant, oui, dynamique, machin, toute la et à journée s'adapter. non-stop. Ouais. Et puis C'est- après, enfin, il y a quand même la plupart des gens avec lesquels on accroche vraiment. Je sais pas si c'est à l'urban ou de manière générale dans le wakeboard, mais on a une clientèle qui est géniale, honnêtement. Moi, c'est un des trucs qui me fait tenir, c'est l'humain, encore une fois. On a des personnes voilà, qui viennent faire du sport et qui aiment les sports outdoor, quoi. Donc ils sont super ouverts. Après, tu peux avoir des gens qui ont été un peu traînés de force et qui sont en mode bah, j'aime pas l'eau et tout. Et il faut quand même faire passer le quart d'heure et être ludique sur un quart d'heure, c'est pas toujours facile. Ouais. Ouais. J'ai eu, moi, les premières années, j'ai eu un couple où la femme était voilée. Et en fait, donc le monsieur voulait qu'elle fasse du wakeboard. Et en fait, je me rends compte au moment où je la chasse qu'elle sait pas nager. Mais genre pas du tout. Donc c'est pas grave, il y a des gilets de flottaison, mais c'est grave dans le sens où elle sait pas se mouvoir dans l'eau, bouger l'eau, voilà. Et finalement, le cours de wakeboard, ça a été un cours de natation que j'ai fait, quoi. Je sais pas, c'est très légal. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Tu couperas. Comme tu veux. Non, je rigole. Après, non, ça fait partie aussi. Enfin, c'est bien, quoi. Ça. Ouais. Si elle a passé un bon moment au final. Ah oui, ils étaient ravis. Ouais. Mais voilà, c'est s'adapter aux gens. On a des gens aussi, voilà, qui ont vraiment la phobie de l'eau. Donc j'ai aussi les cases de baby talking, donc sur des trucs, sur des profils comme ça. Clairement, tu lui dis, bon, bah, on va chercher ça parce qu'il faut rassurer la personne en temps réel tout le temps. Mais ouais, s'adapter tout le temps aux personnes, c'est pas si simple. Ouais. C'est pas si simple. Parlons compétition. Ouais. Urban Wake Contest. Urban Wake Contest. Ça a commencé... 2018, je crois. La première année, j'ai fait la compète, je crois, ouais. Et ça a grossi. Je répète 3 fois, mais j'étais tellement fière qu'il vienne. Il était tout petit en plus. Oui, en plus. Je crois qu'il avait 14 ans. Et donc l'Urban Wake Contest, on a essayé de la faire chaque année. Je crois qu'il n'y a qu'une année où on n'a pas pu la faire avec le Covid. Et pareil, c'était dans ma façon de voir les choses, c'était indispensable qu'on fasse une compète. Et qu'importe si on arrivait vraiment à toucher du monde ou pas, c'était important. En plus, j'ai quand même pas mal de monde qui est impliqué, des riders qui viennent souvent et qui avaient envie de faire des compètes. Et ça a pris une autre ampleur depuis que tu es là, faut le dire, depuis que tu nous fais les lives. Non, mais c'est vrai que je trouve ça très... Enfin, je pense que c'est quand même une image assez professionnelle quand on montre les replays et tout ça sur YouTube, c'est très, très parlant. Et donc l'année dernière, on l'a fait fin d'année, au mois d'octobre. Et je pense que cette année, on va refaire pareil parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. En début de saison, on a tout à remettre en marche, on n'a pas forcément une grosse trésorerie. Et la compète coûte de l'argent, c'est pas, ça nous rapporte pas, ça nous coûte. Bah ouais, on sait. parce que pour faire venir des bons riders, il faut mettre du prize money. Et puis il faut défrayer tout le monde et voilà. Donc c'est quand même une sacrée organisation, mais je pense que c'est important qu'il y ait des compètes comme ça dans le paysage français parce que déjà on a des super riders et il faut qu'ils viennent s'exprimer. Et ensuite les jeunes, ils ont besoin de voir des bons riders, ils ont besoin de rêver et de se dire je veux faire ça, quoi. Donc je pense que c'est super important, même si c'est coûteux en temps et en argent. J'espère que cette année, on trouvera un gros sponsor qui nous dira « You !» On espère aussi, ouais. Mais voilà, c'est... Et bien alors, pour revenir, je parle toute seule. Hein, vas-y. Ah non, mais c'est pour revenir sur les... Enfin, surtout cette année où c'est... Chaque année, ça a été génial parce qu'on a toujours eu vraiment des très 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 bons riders. Enfin, vraiment, on a la chance. On a eu des Clément Nadal, des Jules Charot, qui font l'effort de venir et voilà. On les remercie. Incroyable. Et cette année, on a eu un plateau féminin. J'en parle parce que franchement... Énervé. Incroyable. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de mettre le même prize money et on en a discuté avec les riders garçons et filles. Et on s'est dit, mais là, le plateau est beaucoup trop beau pour pas le faire. Donc, on a mis cette année même prize money chez les filles et chez les garçons, ce qui est quand même plutôt... pas si courant. Pas si courant. Et encore une fois, pour moi, l'égalité, c'est pas de dire on met même prize money tout le temps sur les compètes. Je suis vraiment en mode... combien il y a de personnes inscrites sur l'épreuve en rider, on va dire, internationaux, ou en tout cas de renommée. Et effectivement, si vous retrouvez 15 garçons avec un énorme niveau et 5 filles, je serais pas là à dire on met même prize money. Je trouverais pas ça juste. Et là, donc cette année, pour ne citer, il y avait quand même Aurélie Godet, Marion Rougier, Zoé Rofi, grosse progression, énorme style.
Voilà, et on avait réussi. Moi, j'ai vraiment été très agréablement surprise par aussi Florence Grégoire qui était venue Ouais, du TNS 73. du TNS 73, qui ride incroyablement bien. Non, c'était ouf. Voilà, cette année était vraiment incroyable. Il y avait Eva qui monte à fond. Eva Il y avait Salomé encore qui était là. Ouais, qui aime pas trop le bipouli et qui avait fait l'effort de venir. Merci, parce que c'est rare de la voir. Et puis nous riders, voilà, Juliette Bourra, on a eu du monde, ouais. Il n'y avait pas Lila qui maintenant n'est plus trop là, mais très très sympa. Que du lourd. Ouais. Non, cette année, j'ai vraiment eu des frissons toute la compète. J'avais l'impression d'être soumette toute la journée, tellement que j'étais hystérique parce que tout se déroulait trop bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est des moments comme ça qui nous boostent encore une fois, ouais. Et un gros merci, je voulais le faire parce qu'il a été incroyable, à Robin Carayol, qui débarque du TNS 73 avec Florence. Et avec son drone, et qui nous a fait des images incroyables avec des vidéos, des montages en 2 heures même pas. Ouais, il est trop fort, vraiment. Voilà, c'est une donc machine. Robin qui est droneur, je sais pas si on peut dire ça. Droniste, pilote de drone. Et donc qui a suivi même pas 1 mètre derrière les riders, et non seulement il filme bien, en plus il fait les montages super rapidement, et c'est un super gars, quoi. Donc voilà. Encore une fois, l'humain donne un sens à ce qu'on fait. Et Robin, il est incroyable. Voilà, donc une édition incroyable. Voilà. Robin, redescends l'année prochaine, s'il te plaît. Ouais. Machine. Non, peut-être, moi je me posais la question, à quand un Loïc Deschaux qui vient des quartiers? Ah ouais. Tu vois, genre quand est-ce que les petits jeunes qui sont au quartier là en face, quand est-ce qu'il y en a un qui devient champion du monde, qui vient chez toi? Alors, en vrai, c'est marrant. Tu dis ça parce que, je trouve que justement, on commence à avoir des jeunes sur des publics qu'on n'avait pas envisagés au début. Parce que chaque été, on travaille avec des centres de loisirs, donc j'ai des jeunes qui viennent 2-3 fois dans l'été par les centres de loisirs, donc qui payent quasiment rien, je pense. Et voilà, et il y en a qui adhèrent, qui accrochent vraiment, et j'en ai maintenant qui sont sur les cours kids et qui sont venus à les centres de loisirs. Donc en général, c'est quand même pas des familles qui sont tournées sur ce genre de sport, donc des gamins qui achètent leurs planches et tout ça, donc je trouve ça incroyable. Après, encore une fois, pour arriver à ce niveau-là, je pense qu'il y a un engagement des parents, et il y a un côté finance qui est super important, et soit les parents suivent, soit il faut des aides, quoi. La ville, les subventions, voilà. Parce que nous on fait quand même beaucoup, je vais pas dire on fait rider à l'œil les gros riders, mais oui, ça fait partie du deal, quoi. On aide quand même beaucoup, on a pas mal d'arrangements sur des gamins qui rident beaucoup. Parce que derrière, on peut pas demander un SMIC aux parents, c'est normal. Et puis c'est l'image de ton parc après aussi. Et que derrière, voilà, moi je suis tellement fière de voir tous ces jeunes qui performent, quoi. Juliette Bourra cette année, elle est championne de France, elle va aux Europes, elle fait les mondes, incroyable rideuse, quoi. Mais elle a besoin de rider. Bon, elle ride pas que sur le parc, elle va un peu au WAM aussi, mais voilà, ils ont besoin de rider, donc, et on n'est pas un full, donc on peut pas leur dire tu rides tant que tu veux. On est obligé de cadrer. Après, en début de saison, c'est plus facile quand les plannings sont un peu vides, ils peuvent rider sur les créneaux vides, mais Trop bien. Mais c'est pas pour tout de suite le jeune des quartiers pas qui pour tout de suite. Est chaud, non. Mais ça y travaille, j'ai entendu. Mais voilà, vraiment, je suis contente qu'on plaise à des gens qui seraient peut-être pas venus si on n'était pas peut-être aussi bien placé et avec de la pédagogie. Ouais. Parce que, le bipoulé, tout le monde en parle pour les débutants, mais c'est vrai que, il y a quand même, je crache pas du tout sur les full size, attention, c'est très bien le full, mais je vois, il y a quand même des gens qui commencent sur le full et qui sont un peu écœurés, parce que c'est trop violent, parce que, voilà. Ah bah ouais. Et c'est vrai que j'essaye de leur dire ça n'a rien à voir, c'est pas le même sport, et c'est beaucoup plus doux, et c'est pour ça qu'on a autant d'enfants, autant de femmes et tout, et ça n'empêche que vous arrivez au même niveau, mais en décortiquant de manière plus douce, quoi. Au même niveau ou meilleur, j'ai envie de oui, après il y a le dos. Et du coup, pour aller encore plus loin dans ta vision du sport, c'est quoi l'avenir? Genre, vers quoi on doit pousser là aujourd'hui pour continuer de développer cette vision, cet écosystème? C'est quoi pour toi qui manque aujourd'hui? Est-ce qu'il faut développer des urban wake parks un peu partout?
pour arriver à, tu vois, à développer le truc? Ou est-ce qu'il faut plus de foule? Est-ce qu'il faut plus de wham? Enfin, toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision pour vraiment développer le sport? Moi, je pense qu'il faudrait surtout plus de com au niveau national. Enfin, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui savent déjà ce que c'est, parce que la plupart des gens, quand on leur parle de wakeboard, savent pas ce que c'est. Donc, moi, à chaque fois, c'est ah ouais, le truc avec la voile là. Ouais, Ah moi, je leur dis, bien, c'est ça. du snowboard tracté sur l'eau par un Ah ouais. câble. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais. Mais non, je pense vraiment que c'est juste de la com, que les gens savent que ce sport existe, parce qu'après tout, les gens sont vraiment attirés par le ski, parce qu'ils connaissent, et ils se disent l'hiver, il y a de la neige, allons skier, et ça serait cool que les gens se disent, bah, l'été il fait chaud, allons faire du wake, tu vois. Et oui, peut-être plus de structures, mais on a quand même beaucoup de structures quand même en France. Mais non, pour moi c'est vraiment de la com, que les gens ils savent que ce sport existe. Ouais. Maintenant qu'on a beaucoup de wakeparks. Ouais, beaucoup après. Non, il y a toujours de la place, quoi. Et après peut-être une unité. Bon, chaque wakepark a son identité, et tant mieux, c'est aussi ce qui fait la richesse en France. Mais qu'on soit, enfin, un peu tous sur le même modèle, et je pense que si on se fédère tous au niveau d'une fédération et qu'on partage un peu les mêmes bases pédagogiques, parce que c'est vrai que de temps en temps il y a des riders qui débarquent d'autres parcs et qui nous disent nous nous ont dit ça. Alors je dis pas que les conseils sont pas sont nuls, hein, mais souvent on a souvent des approches différentes, même sur le lâcher de main, sur le module ou des choses comme ça. Ce qui peut être une force des fois, mais quand c'est vraiment contradictoire. Ce qui perd tenter un petit peu les gens, et je pense il y a quand même intérêt à ce qu'il y ait un fil conducteur entre tous les wakeparks, et même qu'on s'envoie les gens. Voilà. Okay. Communication. Je pense que maintenant tout passe par là, de toute manière, avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est clair. Si on ne sait pas faire ça, c'est compliqué. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Et du coup, c'est quoi aussi les conseils que tu donnerais, toi, pour un mec qui veut monter son parc? Ah, pour le monter, j'ai cru en ride. Non. Je poserai cette question. J'allais dire regarde devant, sinon. Arrête, tu viens pas où? Arrête de regarder tes pieds. Le meilleur conseil que t'aies reçu, et du coup, le meilleur conseil que tu donnerais. Je sais pas si c'est un conseil que j'ai reçu, parce que je pense que quand on est dans le feu de l'action, on n'entend pas grand-chose. Avec le stress, avec tout ça. Mais non, le meilleur conseil, c'est de s'entourer. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est d'avoir son petit réseau de soutien, parce qu'il y a quand même beaucoup de coups durs. Et s'entourer, et puis au début faire les choses de manière réfléchie, parce que je pense que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont un peu cet optimisme à toute épreuve, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, ils se disent ça va aller. Je pense que c'est un peu ce que je fais aussi, et sinon on se lance jamais. Si on voit que les problèmes, on se dit toujours non, c'est pas le moment, on fait pas. Donc il faut cet optimisme, mais je pense quand même qu'au tout départ, il faut quand même réfléchir et poser les plans en se disant ça c'est viable et ça l'est pas. Ouais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent à tout prix ouvrir un wakepark et qui regardent pas les problèmes autour. Voilà. Toi, tu dirais que ton background quand même avec l'école de commerce à Grenoble et tout, ça t'a... Une école de commerce, hein. J'ai fait une école d'ingé. École d'ingé, pardon. J'ai fait une prépa, hein. Ton école d'ingé, ça t'a... Oui, non, mais ça apporte toujours. Puis, même au niveau capacité de travail et, on va dire, structuration de tout, ça aide. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé au niveau de la mairie, surtout. Quand tu débarques et que tu as quand même un CV qui tient la route, ils ont plus envie de te laisser les clés de leur lac que si t'as rien. Mais oui, je pense que j'avais quand même le côté études. On fait pas n'importe quoi. Après, en toute objectivité, il y avait quand même plein de points noirs sur le parc, notamment la présence des quartiers à côté, qui fait que j'aurais dû ou pu dire oula, quoi. Donc encore une fois, je pense que... Ouais, t'as quand même foncé, et t'avais cet optimisme. Il faut cette force de se dire j'ai envie de le faire, et il y a quand même beaucoup de points positifs. Ok, il y a ça va être sûrement les faiblesses du parc, mais j'ai notion et j'y vais quand même, quoi. Voilà. Trop bien. Étude avant. Étudier avant de se lancer, mais se lancer quand même. Mais oui, il faut savoir prendre des risques. Non, mais il faut savoir mesurer en fait les risques, et il faut y aller. Si on attend que tout soit vert, on n'y va jamais, c'est sûr. Yes. Dans toute entreprise, je pense.
Ouais, j'imagine. Bon, très bien. Merci beaucoup, Laura. Je pense qu'on arrive à la question. La fameuse question. Non, merci Je l'ai beaucoup. beaucoup trop préparé. Tu l'as préparé. J'espère que tu as au moins 10 personnes à me donner. Ah, mais j'en ai plein. C'est vrai? Ouais, franchement, j'ai plein d'idées. Ah bah, t'as le droit d'en donner autant que tu veux, tant que tu dis pourquoi. Ok. Ah bah ouais, ok. Donc la question est... Mais j'aime trop parler là, c'est pas... Non, mais c'est grave Vas-y, bien. vas-y. Mais on est là pour ça. Hein. Vas-y. La question. La dernière question, c'est toujours... Qui c'est que t'aimerais entendre dans un prochain épisode du podcast? Alors, pas dans l'ordre. J'en ai plein. Déjà, je pense que ça serait super intéressant d'avoir Xavier Garnier. Trouver quelqu'un qui puisse t'interviewer. Parce que je trouve quand même que tu fais un travail incroyable et que t'es sur plein de fronts différents. Et je trouve ça incroyable tout le taf que tu fais. Après, dans la lignée des téléskis, c'est vrai que je t'aurais dit, parce qu'on n'en parle pas tant que ça et je la trouve incroyable, Gradiella, du Titas Wake Park. Voilà. Grave. J'aime beaucoup Gradiella, on échange beaucoup. Alors, pour tout dire, j'étais en train de réfléchir, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés en vrai? Et en fait, on s'est tellement eu au téléphone, par mail et tout, que je sais même plus te dire si je l'ai déjà vu en vrai. Ah ouais. Voilà. Parce qu'on échange pas mal et c'est quelqu'un que j'aime, où j'ai un peu les mêmes valeurs et j'aime beaucoup cette fille. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup de nénettes à avoir monté seules les téléskis. Et c'est son cas. Et voilà. Elle est montée, je crois, 1 an ou 2 après moi. Et c'est vrai que sur le coup, elle m'avait appelé. On a beaucoup échangé. Et nos téléskis se ressemblent pas mal. On a 2 lignes avec des modules unit. Voilà. À l'autre bout de la France. En Bretagne. En Bretagne. Mais voilà, donc Gardier là. J'aime beaucoup. Grave, ce serait trop cool. Et sinon, un Robin Carayol, parce que je trouve qu'il est incroyable. Il est en train de... En plus, il filme... là, il suit beaucoup Loïc Deschamps. Il a un petit projet là avec Loïc, ouais. Voilà, donc il fait beaucoup de films de rider. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un super gars, humainement. Voilà. Donc je serais très curieuse de l'entendre. Et après, il y a aussi... Parlons des riders. Moi, j'adore... J'ai adoré Zoé Rofi parce que je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant qui a progressé très vite, qui fait plein de choses, qui fait des stages et qui a un style aussi incroyable. J'aime beaucoup Zoé. Et Clément, hein, bien sûr. Attends. On parle de certains riders, mais il y en a plein. J'aime beaucoup Jules Charot aussi. Je trouve que c'est pareil, c'est un gars qui doit avoir beaucoup de choses à raconter. Je l'ai pas mal croisé, notamment au Lunar, et puis il est venu sur la compète. C'est un speaker incroyable. C'est un chouette gars, je trouve. Et voilà. Dans tous mes... Ok, parfait, que du lourd, quoi, que du top. Cool. Avec grand plaisir, on essaiera de les capter. Ouais, puis en plus Jules Charot, avec le TNG où la famille a repris, je pense que ça doit être super intéressant. Famille Charot, on dira. Jules, tu vois, c'est le genre de gars, je me dis, je vais pas l'embêter, là, il est en pleine carrière, machin. Je me dis, il va encore vivre tellement de choses et faire tellement de trucs que je me dis... J'attends un peu, tu vois, d'accord, t'as déjà ton plan. Après, l'avoir en live sur des événements et nous raconter un peu sa vie, ça serait top, tu vois. Je me dis, le TNG, ouais, puis le TNG, c'est chouette aussi ce qu'ils font avec les jeunes. Alors, Papa Charot, par contre, Olivier, ça serait peut-être bien de l'avoir. Mais Jules, c'est énorme tout ce qu'il fait, je suis tellement admiratif. Ouais, en média, il est bon, et c'est un rider incroyable. Ouais. Et voilà, nous on a donc la petite Eva Rivière qui est passée chez eux et qui, je pense, très 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 contente d'être là-bas aussi. Il coach très bien les jeunes, c'est un super parc, en tout cas c'est un beau modèle. Voilà. Ça roule. Et Laura, merci beaucoup. Merci à toi. C'était excellent ce moment. C'était super. Merci beaucoup pour l'accueil chez ton petit frère. Et go à la réunion de la Fédé. Et go CA. Ouais, c'est le moment. Allons-y. Merci beaucoup Laura. Merci à toi. À bientôt. Merci. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!